L'histoire commence dans un sombre donjon rempli d'innombrables cadavres où un héros nommé Seo se tient devant un gigantesque monstre serpent, son épée ensanglantée à la main, prêt à l'abattre. Le serpent fonce sur lui à toute vitesse et Seo parvient tout juste à bloquer l'attaque avec son épée, sortant de l'échange indemne. Il a bientôt une idée et tente de prendre appui sur le mur du donjon pour frapper le serpent avec une attaque d'épée amplifiée, mais le serpent lit facilement son mouvement et le projette violemment contre le mur d'un puissant coup. Réalisant à quel point le combat est devenu dangereux, il décide qu'il doit en finir rapidement, alors il charge le serpent de front avec son épée désormais chargée d'un éclair. Malheureusement, son épée se brise en plein milieu de l'attaque et le serpent saisit l'occasion pour reprendre l'avantage. Alors que le serpent enfonce profondément ses crocs dans son corps, Seo le poignarde désespérément encore et encore avec sa dague, mais aucun de ses efforts ne semble avoir le moindre effet réel sur la créature. Le serpent l'écrase alors violemment au sol et commence à avaler lentement son corps, tandis qu'il hurle de douleur. Avec la moitié de son corps déjà dévoré, le serpent se contente de fixer Seo pendant un instant, se préparant à porter sa morsure finale. Seo sent soudain une vague de rage brûlante monter en lui et déclare qu'il est hors de question qu'il meure comme une sorte de lâche. Il accepte que la mort vienne le chercher, mais juste avant que le serpent puisse l'achever complètement, le temps se fige brusquement autour de lui et il commence à entendre une étrange voix inconnue l'appeler, se moquant de lui et le traitant d'homme pathétique. Seo entend clairement la voix et se demande d'où elle peut bien venir, tandis que la personne derrière cette voix est réellement choquée que Seo soit d'une manière ou d'une autre capable de l'entendre. Seo explique qu'il a toujours été capable d'entendre les voix des reliques et dit qu'il peut deviner qu'elle doit être une sorte d'objet divin. Alors il lui demande de détruire le monstre serpent et de le sortir de cet endroit. La voix se contente de rire en réponse et lui rappelle que la moitié de son corps a déjà été dévorée, donc même si elle se débarrassait du serpent pour lui, il n'y aurait tout simplement aucun moyen pour lui de survivre. Elle lui dit qu'il est vraiment un cas pitoyable, car même s'il est né avec un talent incomparable, il est né à la mauvaise époque et en a énormément souffert. Et maintenant, il va mourir sans jamais avoir eu la chance d'utiliser pleinement ses ruses intelligentes et brillantes. Entendre tout cela ne fait que remplir Seo d'une colère encore plus grande qu'avant. Il n'est pas entièrement sûr de la façon exacte dont il va s'y prendre, mais il jure de tout son être qu'il tuera un homme nommé Kwon Tae-jun, peu importe ce qu'il devra faire ou le temps que cela prendra. Voyant la profondeur de sa détermination et sentant son potentiel caché, la voix prend soudain une forme physique sous l'apparence d'un corbeau et apparaît juste devant Seo, lui disant qu'elle a décidé de lui accorder une seconde chance dans la vie. Elle dit qu'elle est impatiente et curieuse de voir s'il sera enfin capable de revendiquer le trône du roi cette fois-ci. Le corbeau envoie alors une puissante vague d'énergie directement dans Seo, et après qu'elle a parcouru tout son corps pendant un moment, il se retrouve soudain assis dans ce qui ressemble à un bâtiment public. Il reste complètement sous le choc en réalisant lentement que ses jambes ont d'une manière ou d'une autre été entièrement restaurées. Ce qui le choque encore plus, c'est de découvrir qu'il se trouve actuellement dans un commissariat de police sans absolument aucun souvenir de la façon dont il a fini là en premier lieu. Un policier à proximité l'informe qu'ils sont actuellement au milieu d'une enquête en cours et lui demande son nom. Seo reste assis en silence, trop absorbé par ses propres pensées et trop occupé à se demander si le fait d'être à nouveau en vie était, d'une manière ou d'une autre, l'œuvre de ce mystérieux corbeau divin. Puis Seo entend par hasard l'un des autres policiers parler avec désinvolture du fait qu'ils viennent tout juste d'entrer au tout début de l'année 2025 et cette révélation le laisse complètement stupéfait car cette année se situe exactement 15 ans avant son époque actuelle. Cela l'amène peu à peu à conclure qu'il a, d'une manière ou d'une autre, été renvoyé 15 ans dans le passé. Une femme vient alors le gronder parce qu'il ne répond pas à ses questions, mais Seo ne peut s'empêcher d'avoir l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Il se rappelle qu'elle est la mère du garçon aux cheveux bruns assis non loin, nommé Yu, et qu'ils se trouvent au commissariat parce qu'ils ont été pris dans une bagarre que Yu avait clairement essayé de provoquer avec Seo. Seo repense alors à la façon dont il avait réglé ce même problème 15 ans plus tôt et se souvient qu'on lui avait demandé de payer une somme extrêmement élevée en dommages et intérêts. Comme il était complètement fauché à l'époque, il s'était simplement mis à genoux et leur avait présenté ses excuses. La mère de Yu se rend compte que Seo n'écoute pas un seul mot de ce qu'elle dit, alors elle essaie de le gifler, mais Seo lui attrape rapidement la main et hausse la voix contre elle, lui disant que c'est son fils qui a commencé la bagarre en premier lieu, tout en soulignant qu'il réclame beaucoup trop d'argent en frais de règlement. Yu n'aime pas la façon dont Seo parle à sa mère, alors il lui lance immédiatement un coup de poing, mais Seo esquive facilement l'attaque et le projette au sol. Cela laisse Seo choqué pendant un
instant, car il réalise que son corps est beaucoup plus léger qu'il ne devrait l'être. Cela l'amène à se demander si toutes les compétences de combat qu'il a développées au cours des 15 dernières années sont toujours intactes dans ce corps plus jeune. Si cela s'avère vrai, il réalise qu'il a eu une chance incroyable. Seo finit par être jeté dans une cellule de détention pour s'être montré agressif et le son de la mère de Yu qui râle non loin commence à lui taper sur les nerfs. Pourtant, il sait que tout cela n'aura bientôt plus aucune importance une fois que les reliques commenceront à apparaître. En l'an 2025, de puissants tremblements de terre frappèrent différentes régions du monde et plusieurs tombeaux anciens apparurent soudainement. Des reliques mentionnées dans des mythes, des légendes et de vieux contes populaires y furent découvertes. Les histoires transmises de génération en génération se révélèrent contenir un véritable pouvoir et ceux qui entraient en possession de ces reliques obtenaient diverses capacités surnaturelles. À cause de cela, tout le monde se lança à la recherche de reliques. Seo se joignit lui aussi à cette quête à l'époque et il finit par tomber sur ce qu'on appelait la relique de l'archéologue. À ce moment-là, Seo pensait qu'obtenir la connaissance du tombeau et de ses reliques mettrait fin à sa vie misérable et lui permettrait de repartir de zéro, mais c'est exactement à ce moment-là que la véritable folie commença. En commençant par Monsieur Kwon, le plus grand président de toute la ville, de nombreuses personnes qui avaient mis la main sur des reliques prirent des mesures pour s'assurer que personne d'autre qu'elle-même ne puisse excaver davantage de ces reliques. Heureusement, le talent naturel de Seo pour trouver des reliques fut reconnu et il fut recruté par Monsieur Kwon en personne. À partir de là, il finit par accepter tous les sales boulots que Monsieur Kwon lui confiait, se résignant à être connu comme le chien du président et à supporter toutes les insultes qui allaient avec. Assis dans la cellule, Seo réalise que ce n'est qu'une question de temps avant que les reliques commencent à réapparaître et que tout autour de lui sombre dans l'anarchie. Il se dit que le fait d'être désormais beaucoup plus fort qu'avant est un avantage, mais il sait aussi que la force seule ne suffira pas cette fois. Il doit réunir des fonds pour les excavations le plus vite possible, mais il ne sait pas vraiment comment s'y prendre. Une ligne de texte lumineuse apparaît alors soudainement devant lui et Seo pense d'abord qu'il est peut-être en train de perdre la tête, mais il comprend ensuite que cela doit être l'œuvre d'une relique. Il se lève et tente d'invoquer le corbeau qui l'a ramené à la vie, mais à la place, un écran de statue apparaît devant lui et l'informe que sa nouvelle quête consiste à éveiller les 4 talents d'un pilleur de tombes, ce qui le prend complètement au dépourvu. Un garde passe devant lui et ne semble pas du tout remarquer l'écran de statue, ce qui fait comprendre à Seo qu'il est le seul à pouvoir le voir. En plus de cela, il réalise qu'il est actuellement capable de voir les objets dans un rayon d'1 mètre autour de lui, ce qui était à l'origine une capacité liée à la relique de l'archéologue. Mais comme il ne possède plus cette relique, il se demande pourquoi cette capacité est encore restée en lui. Seo examine de plus près son écran de statue et voit qu'il a déjà obtenu l'un des 4 talents, ce qui signifie qu'il lui en reste encore 3 à débloquer. Cela le soulage un peu, car cela veut dire qu'il a déjà une petite longueur d'avance. Mais il ne peut toujours pas s'empêcher de se demander pourquoi la relique du corbeau fait tout cela pour lui. Le détective Kim arrive alors pour faire sortir Seo sous caution et une fois dehors, Kim dit à Seo qu'il n'a vraiment pas de chance, puisque Yu est apparemment un récidiviste quand il s'agit de provoquer les gens pour les pousser à se battre. Tandis que Kim prend toute l'affaire à la légère en riant, Seo réfléchit silencieusement et se souvient que le détective Kim était la seule personne qui soit jamais restée à ses côtés lorsqu'il n'avait absolument rien. Ils commencent ensuite à rentrer ensemble et en chemin, Seo demande à Kim s'il a remarqué des incidents étranges récemment. À en juger par l'air confus de Kim face à la question, Seo comprend que les reliques n'existent pas encore dans cette version du monde. Après s'être dit au revoir, Seo s'éloigne seul et réalise que c'est exactement le moment où les tombeaux commencent à peine à apparaître et où il n'existe encore aucun utilisateur de reliques, ce qui signifie que c'est maintenant sa chance parfaite de prendre de l'avance. Il mentionne que la plupart des premières reliques sont apparues en Europe et en Amérique. Pourtant, Seo continue de réfléchir à des moyens de mettre la main sur de l'argent puisqu'il doit acheter des billets d'avion. Alors qu'il tourne dans une ruelle, il tombe directement sur le gang pour lequel il travaillait dans sa vie passée et il esquisse un sourire en se disant qu'il vient de trouver sa vache à lait. Dans sa vie passée, il avait été tellement désespéré par le manque d'argent qu'il avait fini par travailler pour ce même gang et pendant cette période, il avait été traité pire qu'un chien. L'un des membres du gang essaie de gifler Seo au visage, mais Seo le met facilement à terre d'un seul mouvement rapide. Seo se tourne ensuite vers les autres et leur dit qu'il démissionne et que tout ce qu'ils ont à faire maintenant, c'est lui payer les salaires impayés et l'indemnité de départ qu'ils lui doivent. Mais le gang refuse de reculer et fonce droit sur Seo, même si Seo utilise facilement ses compétences en arts martiaux pour les mettre à terre les uns après les autres. Les membres du gang sont totalement stupéfaits par les capacités de Seo, puisqu'il avait toujours été considéré
considéré comme un cas désespéré en matière de combat. Au bout d'un moment, Seo remarque que ses mains commencent à trembler, alors il décide d'en finir rapidement. À un certain moment, la seule personne encore debout est le chef du gang, et désespéré de vaincre Seo, il sort sa lame spéciale et se prépare à lui foncer dessus. Seo repère immédiatement la lame et comprend aussitôt qu'il s'agit d'une relique. Il n'est pas entièrement sûr de savoir pourquoi une chose pareille existe déjà aussitôt dans l'Apocalypse, mais il est certain d'une chose, elle va être à lui. Seo arrache la lame des mains du chef du gang et décide de montrer aux autres membres ce dont cette arme est réellement capable. Celle-ci augmente considérablement sa vitesse et sa force, lui permettant de vaincre tous les membres du gang en seulement quelques secondes. Après avoir laissé plusieurs d'entre eux avec des blessures au couteau, les survivants perdent tout leur courage et ne pensent plus qu'à partir pour rentrer chez eux. Pendant ce temps, à la galerie Xiang, la femme responsable des lieux reçoit un appel de l'un de ses subordonnés. Il lui explique que Seo est soudainement devenu incroyablement puissant, qu'il les a tous battus, qu'il a volé chaque yen présent sur leur compte et qu'il a même emporté la statue de Bouddha. Furieuse, elle le traite d'idiot et lui ordonne de récupérer immédiatement la statue. Au même moment, Seo traverse la ville avec la statue de Bouddha dans les bras, se demandant ce qu'il devrait en faire. Un peu plus tôt, il s'est rendu dans un magasin de prêteurs sur gage, mais le courtier lui a affirmé que la statue ne valait pratiquement rien. Malgré cela, Seo refuse de le croire. Après avoir vu à quel point Arai, le chef du gang, était désespéré à l'idée de la récupérer, il est convaincu qu'elle doit avoir une grande valeur. Seo utilise sa compétence d'évaluation et découvre qu'une étrange substance est dissimulée à l'intérieur de la statue. Il se sert alors de la lame pour l'ouvrir soigneusement et y trouve une petite bouteille remplie d'un liquide mystérieux. Un large sourire apparaît sur son visage lorsqu'il comprend qu'il a vraiment évité de commettre une énorme erreur en ne la vendant pas au prêteur sur gage. De retour à la galerie, l'inspecteur Kim arrive avec Arai menotté. Il informe la PDG que la police a reçu un signalement concernant la vente de drogues illégales dans cet établissement. La femme nie immédiatement les accusations, affirmant qu'ils ne font que vendre des œuvres d'art. Cependant, l'inspecteur Kim lui demande d'arrêter de jouer la comédie car la police a déjà découvert les preuves dans leur entrepôt. Elle est stupéfaite que la police connaisse même l'existence de cet entrepôt, mais elle retrouve rapidement son calme. Elle pense qu'elle n'a aucune raison de s'inquiéter puisque chaque pièce à l'intérieur est protégée par un mot de passe. À cet instant, l'un des agents intervient par le talkie-walkie de Kim et annonce qu'ils ont fouillé toutes les pièces de l'entrepôt et découvert de grandes quantités de drogue. La femme reste complètement abasourdie. Toutes les pièces étaient censées être verrouillées par des mots de passe, elle ne comprend donc pas comment la police a pu y entrer. Avant qu'on ne l'emmène, l'inspecteur Kim place son téléphone près de son oreille. À l'autre bout du fil se trouve Seo qui lui dit qu'il était plutôt stupide de ne pas changer les mots de passe de temps en temps. Dès qu'elle entend sa voix, elle comprend que Seo était derrière tout cela depuis le début et hurle furieusement son nom pendant que les agents l'escortent hors des lieux. Sur le chemin du retour, Seo reçoit un message de l'inspecteur Kim l'informant que la récompense de 10 millions de yens pour son renseignement lui sera bientôt versée. Maintenant qu'il dispose enfin de son capital de départ, Seo décide qu'il est temps de rentrer chez lui, de dormir un peu et de se préparer pour le lendemain. Car c'est à ce moment-là que la chasse au tombeau commencera enfin. Cependant, une immense surprise l'attend. Un mystérieux tombeau est apparu exactement à l'endroit où se trouvait autrefois sa maison. Seo s'approche prudemment et surprend une agente de la CIA nommée Linda en train de parler à quelqu'un. Elle explique qu'ils ont de la chance que personne n'ait encore compris que cette étrange structure est en réalité un tombeau. C'est pour cette raison qu'ils prévoient de le faire exploser dès le lendemain matin afin de l'ouvrir. Un instant plus tard, Linda tombe soudainement sur Kenshi, un membre de l'équipe japonaise d'excavation. En raison de leur passé commun, elle le traite immédiatement de voleur, mais Kenshi lui répond de ne pas jouer les innocentes, car ils savent tous les deux exactement ce qu'ils cherchent réellement. Seo écoute discrètement leur conversation et apprend qu'ils ont l'intention d'utiliser des explosifs pour forcer l'entrée du tombeau. Cela lui suffit pour comprendre qu'il n'existe toujours aucun véritable expert capable de saisir à quel point ces tombeaux sont réellement dangereux. Seo considère cela comme une bonne nouvelle car cela signifie qu'il est actuellement la personne la plus expérimentée des environs. Soudain, d'étranges marques rouges commencent à se répandre sur le sol. Seo les reconnaît immédiatement comme des glyphes de tombeaux. Ces anciens écrits contiennent des informations importantes sur le tombeau. Quiconque est capable de les lire peut découvrir où se trouve l'entrée cachée, mais aussi connaître l'emplacement des pièges dangereux avant d'y pénétrer. Seo étudie attentivement les glyphes et presque instantanément son système s'active. Une notification apparaît annonçant qu'il vient d'acquérir la compétence linguistique. Cette nouvelle capacité améliore considérablement sa compréhension de toutes les langues. Grâce à elle, les
les étranges symboles deviennent soudainement faciles à déchiffrer. Après avoir examiné les inscriptions pendant un moment, Seo comprend rapidement où se trouve l'entrée. Sans perdre une seconde, il active le passage caché et le frappe avec sa lame. Au moment où son attaque atteint sa cible, une gigantesque explosion jaillit vers le ciel, projetant une puissante onde de choc dans toute la zone. Le bruit assourdissant attire immédiatement l'attention de tout le monde, y compris celle de Linda et Kenshi. Tous les deux se tournent rapidement vers la source de l'explosion et découvrent qu'un événement incroyable est en train de se produire. L'entrée du tombeau est en train de s'ouvrir toute seule. Craignant de perdre leur chance si elle se referme, ils courent dans sa direction aussi vite que possible avant de sauter à l'intérieur. Pendant ce temps, Seo poursuit calmement son chemin dans les profondeurs du tombeau. Après avoir marché un moment, il arrive devant un étang mystérieux qu'il reconnaît immédiatement grâce à ses souvenirs du futur. Il sait déjà exactement ce qui se cache sous l'eau. Si une relique est jetée dans l'étang, elle réveillera le serpent qui y dort depuis d'innombrables années. Sans la moindre hésitation, Seo lance sa lame dans l'eau. L'étang paisible commence aussitôt à trembler tandis que de grandes vagues se répandent à sa surface. Quelques instants plus tard, le serpent géant émerge lentement de l'eau et ouvre les yeux après son long sommeil. Il accueille son nouveau visiteur avant d'ouvrir son immense gueule. À l'intérieur se trouvent deux armes reliques de grande qualité. Le serpent demande à Seo laquelle de ces armes il a perdu. Seo sait déjà qu'il ne s'agit de rien d'autre qu'une épreuve. Dans le futur, de nombreux pilleurs de tombeaux cupides ont échoué parce qu'ils avaient menti en prétendant que l'une des armes précieuses leur appartenait. Le serpent punissait immédiatement quiconque répondait de manière malhonnête. Se souvenant de cette leçon, Seo dit calmement la vérité et affirme qu'aucune de ses armes ne lui appartient. Le serpent se réjouit de son honnêteté, il félicite Seo avant de lui présenter sa véritable lame. Tout semble se dérouler exactement comme prévu. Seo lui demande poliment s'il peut examiner son arme de plus près. Le serpent baisse sa garde pendant un très bref instant. Au lieu d'accepter paisiblement sa récompense, Seo attaque soudainement. Il saisit sa lame et frappe le serpent sans prévenir. La créature géante pousse un cri de douleur et lui demande pourquoi il l'attaque après avoir réussi l'épreuve. Seo n'hésite pas à lui répondre. Il explique qu'il ne fait absolument pas confiance aux reliques. Ce n'est pas parce qu'une personne réussit l'épreuve d'une relique qu'elle recevra forcément une récompense équitable. Il existe toujours une possibilité que la relique ait d'autres intentions. Seo se souvient même avoir entendu parler d'un autre pilleur de tombeaux qui avait réussi l'épreuve d'une relique avant de devenir fou et de se transformer en tueur en série. Après avoir entendu des histoires pareilles, Seo n'a aucune intention de prendre des risques inutiles. S'il existe la moindre possibilité que le serpent le trahisse, il préfère éliminer la menace immédiatement. Le serpent entre dans une colère noire et fonce droit sur lui. Seo réagit aussitôt en sautant très haut dans les airs avant d'enfoncer profondément sa lame dans le corps de la créature. Un nouveau rugissement de douleur résonne dans toute la salle. Même après avoir subi une blessure aussi grave, le serpent refuse de s'effondrer. Sachant que des attaques ordinaires ne suffiront pas, Seo active sa technique de domination. Une puissante vague d'énergie jaillit de son corps et pénètre directement dans le serpent. La créature hurle une nouvelle fois tandis que la technique commence à soumettre sa volonté. La domination est une capacité spéciale permettant à son utilisateur de forcer une relique à obéir à ses ordres. Elle s'oppose totalement à l'affinité qui permet au contraire de contrôler une relique en établissant une relation de confiance avec elle. Cependant, aucune de ces deux méthodes n'est considérée comme parfaite. La relation idéale entre une relique et son propriétaire est connue sous le nom de compatibilité. Dans ce cas, les deux parties se comprennent naturellement et combattent ensemble comme si elles ne formaient qu'un. Cette relation est souvent comparée au lien unissant un musicien talentueux à son instrument préféré. Même sous l'effet constant de la domination, le serpent refuse obstinément de se rendre. Il continue à se débattre de toutes ses forces, tentant de résister au contrôle de Seo. Voyant qu'il refuse toujours de se soumettre, Seo décide de mettre toute sa puissance dans une dernière attaque. Il injecte encore plus de force dans sa technique de domination tout en la canalisant directement à travers sa lame. L'énergie déchire le corps du serpent, le faisant hurler encore et encore. Le combat se poursuit pendant plusieurs instants supplémentaires avant que la créature n'atteigne finalement ses limites. La technique de domination de Seo finit par réussir à exorciser complètement le serpent. Après avoir terminé l'épreuve selon ses propres règles, Seo revendique officiellement le serpent comme sa nouvelle relique. En récompense, il reçoit une hache en or et une hache en argent. Une notification du système apparaît immédiatement indiquant que l'ensemble de ses statistiques vient une nouvelle fois d'augmenter. Seo prend quelques instants pour examiner ses améliorations, satisfait du résultat de son pari. Peu de temps après, Linda et Kenshi atteignent enfin l'étang. Convaincus de comprendre le fonctionnement
fonctionnement de l'épreuve, ils reproduisent la même méthode en jetant une relique dans l'eau. Cependant, rien ne se passe. L'étang reste parfaitement immobile. Tous les deux fixent l'eau avec incompréhension, incapables de comprendre pourquoi l'épreuve ne commence pas. Aucun d'eux ne réalise que Seo l'a déjà terminé et s'est emparé de la relique. Avant qu'ils ne puissent poursuivre leur enquête, toute la grotte se met soudainement à trembler violemment. D'immenses fissures se propagent sur les murs, tandis que d'énormes morceaux de roche commencent à tomber du plafond. Comprenant que le tombeau est en train de s'effondrer, Linda et Kenshi abandonnent immédiatement l'épreuve et courent vers la sortie aussi vite que possible. Ils parviennent à s'échapper de justesse avant que le passage ne soit complètement condamné. Ailleurs, de retour à la galerie, les membres restants du gang sont toujours furieux. Leur chef a été arrêté, leur drogue a été saisie et tout ce qu'ils avaient construit s'est effondré à cause de Seo. Un membre du gang nommé Noburu serre les poings et jure qu'il fera payer Seo pour tout ce qu'il leur a fait. À cet instant, son téléphone sonne. Il est stupéfait de découvrir que l'appelant n'est autre que Seo lui-même. Dès que Noburu décroche, Seo lui dit d'oublier les salutations et d'aller droit au but. Il veut que Noburu rassemble le reste du gang car il a une mission pour eux. Seo explique que sa prochaine cible est Midas, la plus grande maison de vente aux enchères secrète au monde située à Las Vegas. Il pense que cette maison de vente détient de précieuses informations qui pourraient l'aider à se préparer aux événements futurs. S'il parvient à y accéder, il possédera un avantage considérable sur tout le monde. Il ordonne à Noburu et à ses hommes d'assister à la vente du mois, d'acheter plusieurs objets bien précis et de surveiller un homme nommé Jack Cayman, plus connu sous le nom de JK. Cependant, Seo pense silencieusement que Jack Cayman n'est pas réellement le véritable pseudonyme d'Ogawara. Noburu lui fait rapidement remarquer qu'il est presque impossible d'entrer chez Midas. Seules les personnes extrêmement riches et influentes sont autorisées à y participer. Seo lui répond simplement de ne pas s'inquiéter des dépenses, il promet de les payer généreusement s'ils accomplissent la mission. Puis, d'une voix calme, il leur rappelle que refuser n'est pas vraiment une option. Ils peuvent soit accepter la mission, soit le laisser les rouer de coups une nouvelle fois. En se souvenant de la manière dont Seo les a écrasés auparavant, Noburu et les autres décident instantanément qu'accepter la mission est de loin le meilleur choix. Le lendemain, Seo se prépare à reprendre sa chasse aux reliques. Avant de quitter son domicile, il jette un regard de l'autre côté de la rue et remarque un journal télévisé diffusé sur un grand écran. Le présentateur annonce qu'un quatrième meurtre inexpliqué vient de se produire. Selon le reportage, le suspect aurait tenté de se suicider en s'immolant par le feu. En entendant cela, Seo comprend immédiatement que tout se déroule exactement de la même manière qu'avant l'apparition des premiers tombeaux dans le futur. La chronologie n'a pas autant changé qu'il l'espérait. Alors qu'il continue de marcher, Seo percute accidentellement Kenshi qui le reconnaît immédiatement. Le fait de voir Kenshi à cet endroit révèle quelque chose d'important à Seo. Si Kenshi est apparu ici, cela signifie qu'un autre tombeau est presque certainement sur le point de se manifester. Seo remarque également que Kenshi transporte une relique. Cependant, il est évident qu'il manque encore d'expérience, puisqu'il ne cherche même pas à dissimuler l'aura de celle-ci. Toute personne suffisamment expérimentée pourrait facilement la détecter. Kenshi est encore en train de crier furieusement sur Seo parce qu'il l'a bousculé lorsque le sol se met soudainement à trembler sous leurs pieds. Seo comprend immédiatement qu'un nouveau tombeau est en train d'apparaître. Sans prononcer un mot de plus, il se précipite vers la source de la perturbation, déterminé à y arriver avant tout le monde. Presque au même moment, le téléphone de Kenshi se met à sonner. Pensant recevoir une mise à jour ordinaire, il décroche sans trop y réfléchir. Mais son associé lui annonce une nouvelle stupéfiante. L'homme coréen transportant la hache en or et la hache en argent a été aperçu dans les environs. Dès que Kenshi entend ces mots, tout devient soudainement clair. Il comprend enfin que Seo était depuis le début l'homme mystérieux annoncé dans la prophétie. C'était la fin du deuxième épisode. Regardez la prochaine vidéo à l'écran, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer la partie 3.